j'ai participé à toutes les activités du pays clandestin jusqu'à la période de la semi-clandestinité qui m'a trouvé à Toulouse. J'étais en même temps élève ingénieur à l'INSEP de Toulouse en électrotechnique et en même temps aussi en mathématiques à l'université Paul Sabatier. Et lorsqu'il fallait choisir deux personnes pour parler publiquement au nom du PAI, c'était moi et Harouna Dia. Exactement. Qui a connu dans le commerce. Dans le commerce, l'entrepreneuriat. Harouna, il faut bien dire, c'est un ingénieur hydraulicien. C'est une tête. C'est une tête. Les gens pensent, le voient sous ce voile d'homme d'affaires. Vendeur de ketchup, on en parle. Exactement. Mais c'est un ingénieur hydraulicien. C'est à ce moment-là, donc j'avais été choisi avec lui pour parler publiquement à Toulouse au nom du pays clandestin. Et puis en 79, en septembre, lorsque je suis venu au Sénégal, j'ai participé à l'Assemblée générale constitutive de l'Union de la jeunesse démocratique Alboury Ndiaye, UJDA. Ensuite, j'ai été évidemment au congrès du PIT, du Parti de l'Indépendance et du Travail. J'ai été membre du comité central du PIT Sénégal. Après, vous avez marqué une pause, probablement. Oui, oui, avec surtout le travail de recherche, parce que j'avais l'ambition, en rentrant au Sénégal, de créer un laboratoire de recherche de niveau international. C'était ça notre ambition. Parce que notre philosophie, c'est que les connaissances que nous avons acquises, les expériences que nous avons acquises, nous devons en faire profiter à la jeunesse sénégalaise et à la jeunesse africaine. Ceci, j'ai commencé comme enseignant à l'UCAD et au moment de l'ouverture de l'université de Saint-Louis, j'ai décidé d'aller à Saint-Louis et en 90-91, j'ai mis en place le laboratoire d'analyse numérique et d'informatique. Mais pourquoi ce choix pour de Saint-Louis? C'est la proximité affective? Alors, il y a deux choses pour dire la vérité. La première, c'est la proximité affective parce que je voulais être très proche de ma maman qui était déjà âgée et qui m'a aidé toute ma vie avec mon oncle puisque mon papa est décédé quand j'avais 1 an et demi. Donc, il était important d'être à ses côtés et de la soutenir pour le reste de sa vie. Le deuxième aspect, j'avais vu en l'université de Saint-Louis comme une institution nouvelle en création, plus de liberté pour créer et innover. Et donc j'ai fait ce choix-là. C'est vrai que ça n'a pas plu aux responsables de l'université de Dakar de l'époque, le recteur Souleymane Niang, ou le doyen même, après Libas et autres. Mais j'ai eu à leur expliquer, et en expliquant au recteur Souleymane Niang, il m'a dit, écoute, face à l'argument que vous donnez de rejoindre votre maman, mais je ne peux pas vous opposer un non. Et c'est comme cela donc que je suis allé à Saint-Louis, tout en continuant à quand même donner des cours. J'ai donné des cours de DEA, diplôme d'études approfondies, à l'UCAD. J'ai continué à donner des cours au PTCI qu'avait organisé le doyen Kassé. Et je fus d'ailleurs remplacé après par Djaraf Seck, là-bas. Mais en continuant les relations avec l'UCAD, donc ça m'a permis à l'UGB de mettre en place ce laboratoire et de former, aujourd'hui je peux dire, une trentaine de docteurs en mathématiques qui servent les universités sénégalaises, pratiquement toutes les universités sénégalaises. Il y a mes anciens docteurs, plus en Afrique, en Europe, en Amérique. Ils y sont. D'accord. Alors, on voit bien que le professeur Mary-Théo Niane est parti de Dakar pour Saint-Louis. Il y a la proximité affective, il y a le défi de challenge, de relever un défi, faire de l'université Gaston Berger une université d'excellence. Et aujourd'hui, vous avez été aussi, à une certaine idée, le recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. À cette période, un fait arrive, l'avènement de Macky Sall, c'est-à-dire à une période, on est vers la fin du temps de Abdoulaye Wade. Et vous avez joué probablement un rôle à ce moment. Vous faites partie des premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme pour dire au président Abdoulaye Wade,
si je peux me le permettre, que les carottes étaient cuites. D'où vous êtes venu ce génie quand même? Il faut dire que j'ai, depuis ayant milité au pays clandestin, évidemment, j'ai beaucoup c'est avec beaucoup de plaisir que je réfléchis sur les situations politiques et autres. J'aime beaucoup la prospective. C'est vrai que je tombe bien puisque je suis j'étais à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, université qui porte le nom du père de la prospective, comme disait Senghor. Mais j'aime beaucoup la prospective politique et en janvier 2009, c'est-à-dire quasiment 3 ans avant la fin du mandat du président Abdoulaye Wade, après réflexion, je lui ai fait une lettre pour lui faire état de la situation politique, qu'on allait bientôt aller vers les élections locales et que pour moi les grandes villes risquaient d'être perdues par le PDS et que pour moi, vu tout son parcours, vu tout ce qu'il a fait, il devait dire aux Sénégalais qu'il n'allait pas se présenter en 2012 aux élections présidentielles et qu'il devait aussi dissoudre le Sénat qui était source de conflits et appeler à un gouvernement d'union nationale pour terminer son mandat en toute tranquillité et sortir la tête haute. Je lui ai écrit. Vous avez écrit au président Abdoulaye Wade à l'époque? Absolument. À l'époque, j'étais recteur. J'étais recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous n'étiez pas membre du PDS, non? Si, j'étais membre du PDS. Oui. Je lui ai écrit. Il m'a reçu, il a fait discuter cette lettre avec ses collaborateurs et malheureusement il n'a pas pris le choix que je souhaitais, mais a posteriori on se rend compte que c'était quand même ce que je lui suggérais qui était la meilleure solution. Et après vous vous retrouvez à l'APR. Et aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'histoire veut bégayer ou est en train de bégayer? Oui, c'est... Par rapport à 2009. Oui, j'ai le sentiment qu'on ne tire pas les leçons de l'histoire. Ah bon? Parce qu'en 2011, toute la bataille politique, c'était que le 3e mandat du président Abdoulaye Wade n'était pas constitutionnel. Et l'opposition s'était battue pour que le président renonce à ce mandat. Et malheureusement, il n'y a pas renoncé et le peuple a sanctionné le président Abdoulaye Wade. Le Conseil constitutionnel a validé la candidature du président Abdoulaye Wade. Donc oui, constitutionnellement, elle était valide et valable. Disons que le Conseil constitutionnel a validé, mais le peuple l'a sanctionné. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation similaire, mais je dirais beaucoup plus claire. Parce que nous sommes dans une situation où le président nouvellement élu, après le président Wade, avait dit que lui, il s'en tiendrait à 2 mandats de 5 ans. Il avait même décidé, en demandant au Conseil constitutionnel, de réduire son mandat, son premier mandat. Ce que le Conseil constitutionnel a refusé. Mais il a dit 2 mandats de 5 ans. Il l'a répété à toutes les élections qui ont suivi, le référendum, les élections législatives, les élections présidentielles. Il a eu même cette image extraordinaire de comparer les 2 mandats aux prières de Hit avec les kabars, les 7 kabars pour le premier raka et les 5 kabars pour le second raka. Il a eu à dire que la question des 2 mandats ne se posait pas puisque entre la constitution de 2001 et celle de 2016, il n'a pas touché au nombre de mandats. C'est toujours lui, dans le livre de promotion de sa candidature, en conclusion, qui rappelle que ce mandat qu'il cherche, c'est son dernier mandat. Donc nous sommes dans une situation tout africaine, qui est que la parole donnée, Gortia Wardja, est en situation. Aujourd'hui, c'est pourquoi je suis très surpris. Vous pensez que la parole donnée est au-dessus de la Constitution? Vous savez, la Constitution ne demande pas au président de se présenter. Il faut bien savoir. La Constitution ne demande jamais à un président de se présenter. Le fait de se présenter, c'est une volonté individuelle de dire « je suis candidat ». Et cette volonté individuelle, elle est régie
par évidemment la parole, l'éthique et la morale de la parole donnée. Oui. Quand vous avez dit avant que vous n'allez pas vous présenter et que vous décidez en toute conscience que vous vous présentez, vous remettez en cause votre parole, et remettant en cause votre parole devant le peuple, puisque vous aviez pris cette parole devant le peuple, désormais votre parole ne vaut plus rien. C'est de la pacotille. Mais nous sommes dans une situation où le président n'a encore rien dit. Voilà. Et nous espérons. Il n'a encore rien dit. Et nous espérons. C'est ça notre espoir. Qu'il va se conformer à cette morale et à cette éthique de tous les grands de l'Afrique. Depuis Soundiata Keïta jusqu'à Alboury Ndiaye, jusqu'à nos grands marabouts, puisque l'islam, c'est aussi l'éthique de la parole donnée. Le christianisme aussi, c'est l'éthique de la parole donnée, qu'il va se conformer à cela. Et que, peut-être qu'il va le faire tardivement, mais qu'il dira aux Sénégalais qu'il ne se présentera pas. Ça, c'est peut-être ce que vous souhaitez. Vous parlez là en tant que membre de l'APR ou... Je ne suis plus de l'APR. Ah bon? Mais oui. Vous avez démissionné, on vous a donné une lettre d'exclusion? Mais est-ce qu'on m'avait donné une lettre d'adhésion? Est-ce qu'on m'avait donné une carte de membre de l'APR? Mais vous avez battu campagne pour l'APR dans... Oui, dans beaucoup. C'est une question de parole, c'est tout. Oui. J'étais membre de l'APR, je ne le suis plus. Alors, en fait, si je vous pose la question, c'est parce qu'il y a la jurisprudence Mimi Touré qui dit être membre de l'APR, malgré un peu cette attitude au niveau de l'Assemblée nationale où elle a perdu son poste de député. Donc, à votre avis, elle aurait dû faire comme vous? Non. Moi, je ne peux pas juger de la position de Mme Aminata Touré, que je respecte beaucoup. Personnellement, moi, j'ai fait des choix. J'ai décidé de rendre au président de la République les fonctions qu'il m'avait confiées. Il m'avait confié les fonctions de président du conseil d'administration de Petrosen Holding. Lorsque j'ai vu que nos chemins j'allais plus dans le même sens que lui, j'ai décidé de lui rendre ce qu'il m'avait confié et de poursuivre mon chemin. C'est pas une forme de trahison à votre avis? Est-ce que lorsque le président Macky Sall a rendu, comme on dit, au président Wade ce qu'il avait confié, est-ce que c'était de la trahison? Mais oui, mais il y a eu un précédent, on l'a presque acculé aussi. Oui, mais nous aussi... Vous, c'était pas le cas, vous bénéficiez quand même d'un décret. On vous a acculé. Ah si, j'étais quand même candidat à la mairie de Saint-Louis. Oui. Et le président de la République, ayant 2 membres de son parti qui sont candidats, n'a pas joué un jeu égal. Mais il a soutenu un des gars contre nous. C'est-à-dire il aurait pu dire, écoutez, vous deux, vous y êtes. Surtout qu'on était tous les 2 membres du secrétariat exécutif national de l'APR. Je m'en tiens au résultat des urnes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vous pensez que ce n'est pas la posture qu'il a eue? Parce qu'on n'a pas voulu le président Macky Sall quand même venir à Saint-Louis et soutenir publiquement M. Mansour Faye, dont vous voulez parler aujourd'hui. Oh, vous savez, l'après-campagne quand même était là. L'après-campagne, il est venu quand même inaugurer un aéroport qui n'est pas terminé. Ah bon? Eh bien oui, il a reçu des gens et tout cela. Et il ne vous a pas reçu? Non, nous n'avions pas demandé d'être reçus. Vous savez... Est-ce que Mary-Théo Niane n'est pas un peu frustrée? Non, non, je ne suis jamais frustré. La preuve, lorsque j'ai quitté les fonctions de ministre de l'enseignement supérieur, mes camarades disaient qu'il fallait manifester. Je lui ai dit non. Parce qu'ils jugeaient que nous nous sommes beaucoup battus à l'époque pour l'élection du président à Saint-Louis. Et je leur ai dit non. Il revient au président de la République de nommer les ministres. Cette décision, nous n'avons aucun mot à y ajouter. Et c'est la même chose lorsque